Pour la plupart d'entre nous, la transmission familiale semble normale. Ils vont te dire non mais c'est important, il faut laisser un truc à ses enfants. Rares sont ceux qui remettent en cause la légitimité de l'héritage. Moi j'ai une maison à jour, je te jure je laisse pas mes enfants. Parce que c'est mes enfants. Et le jour où je meurs, je veux pas que eux, ils soient un peu contents. Tout au plus discutons-nous pour savoir à quel taux il faut taxer les successions. Mais le débat plus ou moins d'impôts est loin d'épuiser la question. Mélanie Plouvier est maîtresse de conférences en philosophie sociale et politique. Dans son livre « L'injustice en héritage », elle nous fait découvrir la richesse des pensées du 19e siècle qui voulaient abolir l'héritage et utiliser le moment de la mort pour profondément transformer la société. Est-il juste qu'un petit nombre hérite de beaucoup, d'après le seul critère de la naissance? Devrait-on avoir le pouvoir de décider ce qu'il adviendra de nos biens après notre mort? Et si on supprimait l'héritage? Dans quelle mesure on peut dire qu'aujourd'hui, en France, on est redevenu une société d'héritiers? En gros, il y a une courbe en U, les inégalités remontent, le poids de l'héritage remonte. Et c'est ça qui explique que l'on voit des traits de plus en plus approchants entre nos sociétés contemporaines et les sociétés du 19e siècle. Alors, il y a même certains points sur lesquels la situation s'aggrave en un sens. Le premier point, c'est que on hérite de plus en plus tard. C'est ce que j'ai appelé la seniorisation de l'héritage. Au 19e siècle, on héritait en moyenne à 25 ans. Aujourd'hui, on hérite en moyenne, en pleine propriété, à 60 ans. Le bouleversement est complet. Il y a des conséquences fortes avec, en particulier, ce que André Masson appelle une crispation patrimoniale. Cet argent reçu tardivement ne va pas servir à monter des entreprises. À 60 ans, on fait autre chose. En gros, ça va être de la sécurisation de l'épargne dans des produits de moyen terme, assurance vie, etc. On continue tout à chacun à justifier la transmission familiale du patrimoine en se représentant nos enfants sous les traits du jeune adulte. Et en se disant, finalement, mes enfants, je voudrais qu'ils puissent commencer dans la vie un peu plus haut que je n'ai moi-même commencé. Mais c'est faux, en fait. L'héritage ne sera plus pour vos enfants, n'est plus déjà pour vos enfants un point de départ, c'est devenu un point d'arrivée. L'héritage n'est donc pas efficace économiquement, dans la mesure où il arrive trop tard pour aider à acheter un premier logement ou à monter une entreprise et se retrouve juste placé dans des produits d'épargne. Mais en plus, ce patrimoine hérité amplifie les inégalités. Désormais, 10% des Français détiennent plus de la moitié de la richesse du pays. Pourtant, on dispose d'un impôt sur les successions qui est censé servir non seulement à financer les services publics, mais aussi à réduire les inégalités. De fait, cet impôt est progressif, c'est-à-dire que le taux augmente selon le montant transmis, de manière à peser plus sur les grandes fortunes. Sauf qu'en pratique, ça ne marche pas très bien. La difficulté actuelle est la suivante. L'impôt sur les successions constitue le principal outil aujourd'hui en matière successorale et il est fortement détesté, mais il faut immédiatement ajouter que c'est aussi l'impôt le plus surévalué. Sur les successions, on nous sort le chiffre de 45%. C'est pas normal que mes droits de succession soient supérieurs à mon héritage. Ce taux de 45% concerne la tranche la plus élevée, c'est-à-dire pour la partie qui excède 1,8 million d'euros transmis. Ce que l'on paye en moyenne en impôt sur les successions, c'est moins de 5%. Je crois que l'un des problèmes aujourd'hui vient en fait de défaut de progressivité de cet impôt. Comment est-elle mise à mal? Elle est mise à mal par tout un ensemble d'exemptions, d'exonérations, de niches fiscales qui sont centrées sur des types d'actifs détenus par les classes les plus aisées de la population. Car selon l'ONG Oxfam, les très gros héritages, les 0,1% les plus riches, ne sont en réalité taxés qu'à environ 10% grâce à diverses niches fiscales. Les discussions sur comment et combien on pourrait taxer les successions sont importantes, mais elles réduisent la question de l'héritage à celle de l'impôt.
Or, ce que j'ai découvert en lisant le livre de Mélanie Plouvier, c'est que cette dimension fiscale qui cherche à redistribuer un peu les richesses de manière à corriger les inégalités n'est pas la plus intéressante. Pour s'en rendre compte, il faut revenir à la subtilité des débats de la Révolution française qui met en place l'architecture de notre système successoral, avec non seulement l'instauration d'une fiscalité unique sur les successions, mais surtout, plus largement, un droit successoral qui établit qui reçoit quoi et qui impose le partage égal entre tous les enfants. Et cette décision-là a des conséquences sociales et politiques très profondes. Avant la Révolution française, il y avait en particulier pour les biens nobles ce que l'on appelait le droit de primogéniture masculine, à savoir le fait que c'était l'aîné mâle qui recevait l'essentiel des biens nobles. La Révolution française y voit l'un des derniers privilèges et s'attaque frontalement à ce droit de primogéniture masculine qui permettait en fait la concentration du patrimoine dans les mains d'un seul, et donc le fait que les familles nobles parvenaient à conserver un patrimoine important. La Révolution française s'attaque à ce que, par exemple, Mirabeau appelle un reste de féodalité, en mettant en place la règle du partage égal. Désormais, autant pour les cadets que pour les nés, autant pour les filles que pour les fils. La cible des révolutionnaires en matière successorale, c'était cette liberté testamentaire. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté testamentaire? C'est le fait de pouvoir, par un testament, déterminer librement à qui vont revenir mes biens. C'est par exemple le système successoral qui prévaut aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez aujourd'hui déshériter vos enfants, vous pouvez favoriser l'un de vos enfants, vous pouvez donner à une fondation, à votre université ou autre. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to leave my money to strangers, people I never even heard of, people that don't expect it. They may get some pleasure out of it. Les révolutionnaires français s'attaquent frontalement à cette liberté testamentaire en dénonçant en particulier le fait que le droit de propriété puisse perdurer par-delà la mort. Lors des débats parlementaires, Robespierre a une belle formule à ce sujet. La propriété de l'homme peut-elle s'étendre au-delà de la vie? Peut-il donner des lois à sa postérité lorsqu'il n'est plus? Peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée lorsqu'il est lui-même réduit en poussière? Non. Et les révolutionnaires ont cette ferme volonté de débranler ce qu'ils appellent le pouvoir des morts sur les vivants. Que permettait la liberté testamentaire sous l'Ancien Régime? Elle permettait de favoriser les garçons, les fils. Elle permettait de favoriser l'aîné. Elle organisait au sein de la famille ce que Mirabeau appelle un despotisme parental, un despotisme testamentaire, en gouvernant les enfants par la menace du partage à venir ou du non-partage à venir. C'est peut-être le moment de souligner que ce qui fait l'objet de tous ces débats, de ces réflexions à l'époque, c'est pas tant l'impôt, comme aujourd'hui, mais le droit successoral. La question de l'impôt sur les successions sous la Révolution française, elle est réglée dès 1790 avec la loi des 5 et 15 décembre 1790 qui fixe l'impôt sur les successions. Et pour autant, une fois cette question réglée, on ne cesse de parler d'héritage de succession. Et on en parle sous la modalité du droit successoral. Les révolutionnaires mettent dans le droit successoral bien plus que nous ne mettons aujourd'hui. Ils y mettent la nature même du régime politique. On le voit, le droit de primogéniture masculine n'est pas sans lien avec la monarchie absolue de droit divin et la transmission héréditaire du pouvoir politique. Inversement, les révolutionnaires sont convaincus que la mise en place du partage égal correspond aussi à une structuration politique de nos sociétés, que se joue quelque chose de la nature démocratique, comme dira Tocqueville, de la nature démocratique de nos régimes. Et c'est ça qui fait toute la pertinence, à mon sens, de cette expression qui est de plus en plus employée aujourd'hui, d'héritocratie. L'héritocratie, ça désigne précisément
un système social dans lequel l'héritage a un fort poids et qui va, par ce poids, jusqu'à menacer notre démocratie. Le droit successoral est donc un outil beaucoup plus puissant que le seul droit fiscal, puisqu'il est susceptible de transformer les modèles familiaux, en réduisant par exemple l'autoritarisme paternel sur les enfants, et de jouer sur la nature même du régime politique. Mais ce droit peut aussi, potentiellement, avoir des effets économiques importants, dans la mesure où il agit au niveau non pas de la redistribution, mais de la distribution primaire des richesses. L'idée qu'ont les révolutionnaires, c'est la conscience ferme que le droit successoral opère une certaine distribution des richesses. En d'autres termes, l'héritage est pour le législateur un des moments où il peut peser dans la distribution des richesses, et pas simplement sous une forme corrective. Avec l'impôt sur les successions, on constate que le patrimoine est très inégalement réparti, et on corrige à la marge. C'est ce qu'on disait sur la finalité redistributive. Ah, c'est mal distribué, allez, on va corriger un petit peu. Il s'agit d'opérer une autre distribution. Comment ? Au moyen de ce moment assez surprenant qu'est la mort, où d'un seul coup les biens sont sans propriétaire, et ce sont les règles de dévolution successorale qui déterminent qui va être le futur propriétaire. Ça, on l'a complètement oublié. On fait comme si c'était les parents qui donnaient aux enfants. Mais ce ne sont pas les parents qui donnent aux enfants. C'est le droit successoral qui autorise que le patrimoine aille des parents aux enfants. D'autres règles de droit conduiraient à d'autres distributions. Même un parent qui ne voudrait pas donner à ses enfants est obligé de donner. Obligé de donner, exactement. Ouais. Donc on voit là combien il y a une forme de mirage ou de croyance partagée dans le transfert qui se ferait quasiment en suivant le lien du sang des parents vers les enfants. Mais non, en fait, il y a entre les deux le droit successoral. Le législateur dispose d'un pouvoir pour distribuer les biens après la mort, et pas sous la modalité simplement corrective. Cette modalité corrective de l'impôt sur les successions où on donne à l'héritier et puis on reprend. Oui. Ah, mais on m'a donné ou on m'a pas donné ? Pourquoi, si j'ai légitimement reçu, pourquoi me reprend-on ? Là, on voit là un des leviers de l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale. Peut-être que le droit successoral permettrait de lever en partie cette aversion. Donc on voit là le potentiel non pas redistributif, mais directement distributif, comme une distribution primaire, du droit successoral. On voit là le potentiel de transformation sociale qui se loge dans ce moment de la mort. Ce potentiel de transformation sociale pour aller vers plus d'égalité, il faut bien dire qu'il ne s'est pas réalisé. Certes, l'obligation du partage égal entre frères et sœurs va plutôt dans le sens d'un morcellement du patrimoine, mais elle ne change rien aux inégalités croissantes entre les familles. En pratique, la Révolution française a bien mis fin à la transmission héréditaire du pouvoir politique, mais pas du pouvoir économique. Et au XIXe siècle, les inégalités explosent. Les 10% les plus riches détiennent 90% du capital. C'est pour ça qu'un grand nombre de penseurs, y compris libéraux, vont considérer que pour aller au bout de la logique de l'abolition des privilèges liés à la naissance, il faut carrément supprimer l'héritage. C'est notamment la conviction du fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim. La pensée libérale fonde la propriété sur le travail. Je suis le légitime propriétaire des fruits de mon travail, parce que j'ai mis de mon travail dans la matière. C'est un argumentaire archétypal du libéralisme que l'on doit à John Locke et qui structure profondément jusque dans le quotidien, pas simplement théoriquement, notre appréhension de la propriété. Or, le patrimoine que je reçois d'un héritage n'est pas issu de mon travail propre. Il n'est pas issu du développement de mes efforts, de ma capacité, de mon mérite propre. Les auteurs que j'ai étudiés
mettre le doigt sur cette contradiction interne de la pensée libérale. Et alors, Durkheim en donne, je trouve, une version vraiment très, très acérée, très, très précise, en disant l'héritage, c'est un archaïsme, c'est un vestige de communisme familial en régime de propriété individuelle. Durkheim dit la propriété individuelle est la propriété qui commence et qui finit avec l'individu. C'est assez puissant parce que on a l'impression qu'il dit une évidence, mais c'est une évidence qui bouleverse l'entièreté de notre système de transmission. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette vous voyez, réduction temporelle de la propriété? Il y a finalement une reconnaissance par ces auteurs de la propriété individuelle, de la fondation, par exemple, de la propriété sur le travail. Et en cela, oui, il y a un terrain d'entente possible avec une forme de libéralisme. Donc, je suis le propriétaire légitime de mes biens pour le temps de ma vie. Par contre, ça s'arrête à la mort. Et pour les auteurs que j'ai étudiés, ce qu'ils essayent de penser, c'est une propriété hybride, temporalisée par le passage de la vie à la mort. Propriété individuelle pour le temps de la vie, sociale pour après la mort. Il y a au moment de la mort une suspension des droits de propriété qui permet d'envisager d'autres distributions de richesses sans prendre, sans exproprier, sans bafouer des droits de propriété acquis. Ça peut sembler contre-intuitif, mais pour un penseur comme Durkheim, réduire la propriété privée au temps de la vie d'un individu, ça aurait des répercussions positives sur notre rapport au travail. Alors, un des avantages que j'ai découvert aussi de l'abolition de l'héritage, c'est que ça pouvait émanciper le travail. On trouve en particulier cette idée chez Émile Durkheim qui conçoit l'abolition de l'héritage familial comme le moyen pour que chacun puisse instaurer un rapport non marchand à son propre travail. Alors, Durkheim nous dit, mais il y a déjà certains secteurs où ça fonctionne comme ça. Et il prend comme exemple le savant, l'universitaire, l'artiste, qui ne travaille pas pour engranger de l'argent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des activités vocationnelles. Et ce que dit Durkheim, c'est que l'abolition de l'héritage permettrait finalement d'étendre l'exercice vocationnel du travail, travailler pour travailler, parce qu'on aime son travail, parce qu'on croit en son travail, plutôt que pour gagner de l'argent qu'on transmettra à sa mort à ses vieux enfants de 70 ans. Parmi toutes les théories que j'ai découvertes dans le livre de Mélanie Plouvier, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est la doctrine de droit du philosophe allemand Johann Gottlieb Fichte, qui imagine un système dans lequel ce ne seraient pas les enfants, mais un état social qui hériterait des instruments de travail. Et cette théorie implique de repenser la notion même de propriété. En fait, selon lui, la relation de propriété n'est pas une relation entre un individu et une chose, mais entre un individu et une activité. C'est ce qu'on peut appeler la propriété-activité, différenciée de la propriété-chose usuelle. Ça veut dire que l'agriculteur n'est pas tant propriétaire du champ que de la capacité à cultiver le champ. Ça veut dire, par exemple, qu'il n'a pas le droit d'exploiter le sous-sol. Dans la théorie fichtienne de l'héritage, l'agriculteur ne peut pas transmettre le champ à ses enfants. Il ne peut pas non plus transmettre l'activité cultiver le champ à ses enfants. Ça, c'est un des grands acquis de la Révolution française. Les fonctions ne se transmettent plus héréditairement. Fichte prend cet acquis de la Révolution française et il le théorise en donnant à voir que c'est l'État qui lui concède ce droit à l'activité. Ce que, par contre, l'agriculteur peut transférer à ses enfants, c'est les fruits de son travail, la récolte. On voit là, vous voyez, la grande subtilité de cette pensée fichtéenne de l'héritage. Qu'est-ce qui est subtil ?
à savoir le fait que ne se transmettent pas de la même manière tous les biens. Les fruits du travail, on peut les transmettre au sein de la famille, parce qu'ils sont issus du travail propre des parents. Le champ, non. L'activité, non. Donc, première subtilité. Deuxième subtilité dans laquelle va s'engouffrer le socialisme du 19e siècle. Il y a un sujet spécifique avec la transmission des moyens de production. C'est pas la même chose de transmettre des biens improductifs et des biens qui sont la condition du travail d'autrui. Et les bénéfices de ce capital commercial investi vous reviennent d'office à vous. Puis à ma sœur, faut pas oublier ma sœur. Mais non, mais non. Ça va chercher gros, les bénéfices? Eh bien, quand les magasins font une bonne année, disons 50 à 100 millions. 100 millions. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est que on a là, avec ce texte de Fichte, une conciliation tout à fait surprenante entre la question de l'héritage et la question de l'organisation d'ensemble de l'économie et de l'organisation même de ce qu'on appellera plus tard l'État social. Puisque Fichte le dit, l'enjeu est de parvenir à concevoir une distribution des activités respectueuse du choix libre de chacun de son métier et garante de protection. Dans la doctrine de Fichte, l'État socialiste qui hérite des moyens de production garantit 4 choses. Un droit à l'activité, personne ne doit être sans travail, un droit au libre choix du métier, un droit à un revenu suffisant, et enfin, des protections sociales pour ceux qui ne seraient pas en état de travailler. Et ce qui est frappant quand on découvre sa proposition, c'est à quel point le fait de repenser l'héritage a conduit Fichte à esquisser de manière visionnaire une théorie de l'État social dès 1812, bien avant sa mise en place après 1945. La condition sine qua non pour faire accepter l'idée de moins débattre d'une abolition de l'héritage, c'est qu'évidemment, il s'est garantie de protection sociale. Oui. Sinon, on ne peut pas lâcher cette garantie privée qu'est l'héritage si on n'est pas sûr qu'il y a un État social qui mette en place une sécurité sociale, la santé, la retraite, toutes ces protections sociales. Effectivement, ces auteurs que j'ai étudiés dans la seconde partie de mon livre, Fichte, les Saint-Simoniens, Durkheim, Jaurès, tous le martèlent. Il ne s'agit pas d'enlever des protections familiales en transformant l'héritage. Il s'agit d'ajouter de nouvelles protections, d'utiliser l'héritage pour financer de nouvelles protections. Et je pense que nous avons à réfléchir collectivement aujourd'hui à cela, dans un moment où l'État social dont mes auteurs rêvaient, il a été mis en place dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un affaiblissement de cet État social et des protections qu'il nous apportait jusqu'ici. Incontestablement, l'héritage est une protection familiale. Il faut ajouter une protection familiale très inégalement répartie. Certains seront protégés, d'autres ne le seront pas. Finalement, ce que Fichte me renvoyait, c'est qu'est-ce que je préfère ? Est-ce que je préfère transmettre à mes enfants ce que j'ai réussi à cumuler, tant bien que mal ? Il y aura un petit quelque chose à leur transmettre, ça les protégera un petit peu. Ou est-ce que je préfère que mes enfants grandissent dans une société dans laquelle l'État leur garantit la capacité de choisir librement leur métier, d'en vivre avec une rémunération correcte et d'être protégés s'ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Mais ça suppose de l'organisation. Ce que nous dit Fichte, c'est que ça ne se fera pas par le miracle du marché. Ça suppose une organisation, ça suppose un État qui organise et qui ait les moyens de financer tout cela. Ce qui me plaît avec cette théorie, c'est qu'elle ne sous-estime pas à quel point l'héritage forme un système psychologique d'attente. La perspective de recevoir ou de transmettre un héritage structure les représentations de notre avenir matériel et de celui de nos enfants. Évidemment qu'imaginer la suppression de l'héritage nécessite donc d'imaginer un État social suffisamment développé sur lequel on peut vraiment compter. Alors bien sûr, un État social généreux, ça coûte cher, mais c'est justement la suppression de l'héritage familial qui pourrait le financer. On dit beaucoup aujourd'hui que l'État social s'épuise parce que finalement, il a comme seule source de financement le travail, via les cotisations sociales, patronales ou salariales. Et que face à l'inversion de la courbe démographique, le fait qu'il y ait de moins en moins de travailleurs, de plus en plus de retraités, on aurait un problème structurel de financement.
Il y a là une autre source possible de financement de l'État social. C'est ce que j'ai appelé une cotisation sociale post-mortem, mais finalement, on pourrait financer une partie des droits sociaux, une partie des protections sociales, on pourrait les financer au moins partiellement par l'héritage. Donc c'est le premier lieu possible de renouvellement ou d'actualisation, si vous voulez, de ces pensées, à savoir penser de nouvelles modalités de financement de l'État social pour garantir de nouveaux droits sociaux. Droit à l'éducation, droit à un logement décent, droit à un environnement sain, droit à une alimentation saine. Nos besoins sont malheureusement massifs. Cette idée d'une cotisation sociale post-mortem semble particulièrement intéressante aujourd'hui quand on sait que d'ici 2040, 9 000 milliards d'euros de patrimoine détenus par les Français de la génération du baby-boom seront transmis à leurs enfants, ce qui représente 3 fois la dette publique française. C'est ce qu'on appelle la grande transmission. Cette manne permettrait de financer toutes les protections sociales, surtout dans le contexte actuel de crise écologique. Quand on lit les auteurs du 19e siècle, il y a quelque chose qui est assez frappant. Effectivement, ils croyaient au progrès. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus que ce que chaque génération transmettait à la suivante se donnait sous la forme d'un plus, d'un mieux. De ce point de vue, en un sens, nous ne croyons plus à ce progrès et nous laissons aussi du moins vivre, en un sens. Nous laissons à nos enfants, aux générations futures, une planète dégradée, des rivières polluées. En d'autres termes, nous laissons ce qu'on pourrait appeler un héritage négatif. À cet égard, il y a une partition qui est opérée par nos modes de transmission que nous n'interrogeons jamais. Prenons une industrie polluante, détenue privativement. On accepte que les bénéfices générés par cette industrie polluante soient transmis privativement à l'intérieur de la famille. Et on accepte également, là la socialisation ne pose aucun problème, que les dégradations opérées par ces industries polluantes et leur coût humain, environnemental, on accepte que ces dégradations soient prises en charge collectivement et léguées aux générations futures. La crise écologique, elle nous oblige à repenser nos modes de transmission. Il y a là, à mon sens, une refondation possible de l'État social en apportant de nouveaux droits environnementaux qui pourraient être financés par une refonte, en tout cas une transformation de l'héritage. Pour ces penseurs du 19e siècle, supprimer l'héritage familial permettrait non seulement de réduire les inégalités, mais aussi plus profondément de remettre en cause les structures de la société. Ce serait un moyen d'inventer des formes hybrides de propriété qui ne soient ni privées ni collectives, d'octroyer de nouveaux droits sociaux à tout le monde et de libérer notre rapport au travail du souci de la propriété et de sa transmission. Ces pensées de l'abolition de l'héritage ne visent pas tant à supprimer la transmission qu'à la refonder. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!